Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 15e jour du Monk Mode. Ça fait 2 semaines que ça a commencé maintenant, le fait de poster ces vidéos chaque jour et de vivre globalement avec moins de distractions. J'ai reçu un commentaire avant qu'on parle du sujet de cette vidéo qui me demandait juste ça voulait dire quoi être en Monk Mode. Je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite sur le sujet où je parle du fait que je coupe toutes les distractions. C'est la première vidéo, elle s'appelle Je coupe toutes les distractions entre parenthèses Monk Mode, qui explique un petit peu la démarche dans laquelle je suis rentré depuis plus de 2 semaines maintenant, parce que moi je l'ai fait de manière privée pendant quelques semaines et ensuite je me suis dit que ce serait intéressant de le filmer sur YouTube, donc j'ai commencé à poster des vidéos quotidiennement sur ce sujet, le Monk Mode. Mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, globalement c'était juste l'idée, le Monk Mode, de vivre avec moins de distractions, comme un moine, comme dans un monastère, avec une touche de modernité quand même, parce que le soir, je me reconnecte sur les réseaux à partir de 18h, 17h, 18h environ. Je me reconnecte sur les réseaux, je réactive mes réseaux et je commence à poster dessus le réel du jour sur Instagram ou quelques stories par-ci par-là. Je réponds à mes messages et je vais à la salle de sport aussi le soir, donc c'est le moment où je vais avoir le lien social si important pour ne pas vivre tout le temps seul. C'est pas ce que je recommande du tout, mais je pense que ça a du bon de s'isoler un petit peu et de vivre avec juste moins de distractions. On est plus heureux. Et vous savez quoi? C'est ça aussi le point du jour. Lorsque on vit avec moins de distractions et que on vit un petit peu plus en solitude, on est plus stable émotionnellement. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu d'émotions et de comment mieux gérer ses émotions. Avant, je pense que vous avez vu, j'ai fait par rapport à ce qu'on a vu hier, j'ai fait une petite modification dans le décor parce que en effet, je trouvais pas que ça rendait très bien de mettre les deux cadres ici finalement. Je trouve que ça casse un peu l'aspect vertical du décor. Donc en fait, les tableaux que je vous avais vus hier, je les ai remis ici. Donc c'est bon, ils sont quand même dans le décor. Vous savez toujours, ça a toujours la même signification pour moi, ces deux posters, mais ils sont désormais un petit peu plus sur le côté. Donc vous les verrez sur la caméra de côté lorsque je filmerai des vidéos sur la chaîne principale. Mais pour l'instant, ils resteront ici et le décor reste comme ça pour l'instant. En tout cas derrière moi, ça reste comme ça pour l'instant. Voilà, petite parenthèse par rapport à hier parce que je me suis rendu compte après avoir tourné la vidéo qu'en effet ça rendait pas si bien de mettre les posters juste au-dessus de ma tête. Je trouve que c'est mieux comme ça. Bref, aujourd'hui donc on va parler d'émotions. Et si je voulais vous parler de ça, c'est parce que déjà, c'est la base. Si on gère pas ses émotions, notre expérience de vie se dégrade. Parce que je pense que, comme l'avait dit James Clear, la qualité de nos pensées, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Donc nos pensées, c'est les pensées que l'on a nous, c'est les pensées que d'autres personnes vont nous mettre dans notre cerveau, dans notre inconscient, même si on s'en rend pas forcément compte. Et dans notre journée, constamment, on a des milliers de pensées qui viennent un petit peu définir notre expérience de vie. Et parmi ces pensées viennent des émotions, de certaines émotions naissent des pensées, de certaines pensées naissent des émotions, et c'est vraiment moi j'aime bien voir ça un peu comme une place publique, mon cerveau et notre cerveau et ton cerveau aussi, une place publique, un petit peu comme une gare où il y a plein de personnes qui viennent chaque jour et qui déposent des informations qui sont là, des gens qui sont là depuis plus longtemps que... il y a des personnes qui sont il y a des informations qui sont dans ton cerveau depuis bien plus longtemps qu'un jour, mais il y a un mélange de plein de choses en fait. Des pensées qui sont là depuis un jour, d'autres qui vont venir et qui vont repartir, des pensées qui sont là depuis des années, des barrières mentales, il y a tout un mélange de choses qui se passent dans ton cerveau. En tout cas, c'est comme ça que j'aime bien le voir. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est vivre avec ça, créer une sorte d'écosystème qui ne cause pas trop de dégâts à ta santé mentale et juste que tu arrives à bien vivre avec tout ça. Que ce soit pas un gros bazar et que tu arrives quand même à organiser un petit peu toutes ces pensées et tout ce monde qu'il y a dans ton cerveau entre les pensées, les émotions, les barrières, les souvenirs du passé, les attentes du futur. Bref, il y a plein de choses qu'on doit gérer et qui se passent ici et on s'en rend pas forcément compte à quel point c'est un bazar ici, à quel point ça peut être un bazar aussi. Donc pour moi c'est un peu la base, c'est apprendre à gérer ses émotions, ça veut dire apprendre juste à régler un petit peu ce qui se passe ici. Et donc là où c'est extrêmement intéressant de passer du temps seul, c'est que déjà on a plus de pensées indépendantes. C'est quelque chose que je remarque immédiatement dès que je passe plus de temps seul, c'est que je suis moins influencé par les autres, parce que je passe plus de temps avec moi-même, donc j'ai des pensées plus indépendantes, qui sont les miennes, vraiment, c'est-à-dire qui vont m'aider à aller là où je veux dans ma vie, qui vont me permettre de me, reconnecter avec moi-même, et qui me permettent ensuite d'avoir une direction, donner vraiment une direction claire à ma vie, et une direction qui me plaît, parce que ça c'est un point que j'ai remarqué
lorsque je passe du temps avec les autres, c'est que je suis beaucoup moins intelligent émotionnellement lorsque je passe du temps avec les autres. Lorsque je suis en groupe, je suis moins intelligent émotionnellement. J'arrive moins facilement à prendre des décisions et même si j'aime bien me dire que j'ai un caractère assez indépendant et que je fais pas tout basé sur le regard des autres, lorsque je suis en groupe, je suis pas la même personne. Je suis pas moi à 100%, même si je suis avec des personnes que j'aime bien et que j'apprécie, hein. C'est pas la question. Juste, forcément, lorsque tu es en groupe, je pense, tu as un comportement qui est un petit peu différent parce que tu n'essayes pas d'être toi à 100%, tu essayes de coller au groupe ou en tout cas de pas faire tâche et de pas créer de l'embarras dans le groupe ou de la gêne dans le groupe, en tout cas de ne pas te faire trop remarquer. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et même si tu es dans un groupe que tu apprécies, hein, depuis... Moi, même lorsque je suis avec mes meilleurs potes d'enfance, je suis pas le même que lorsque je suis seul. Je suis presque le même. Je suis pas autant un personnage peut-être que lorsque je rencontre une personne pour la première fois ou que lorsque je suis dans un milieu ultra professionnel où il n'y a pas trop de place pour s'exprimer soi personnellement. Mais dans tous les cas, que je sois en groupe avec des potes ou avec des gens que je connais à peine, je suis jamais 100% moi autant que lorsque je suis seul. Je pense que ça, beaucoup de personnes seront d'accord et l'ont vécu également. Donc c'est pour ça que c'est important de passer du temps seul pour avoir des pensées indépendantes. Parce que ensuite, tu peux commencer à bosser sur tes pensées à toi et sur ton chemin à toi. Mais d'abord, tu as besoin de retrouver un petit peu de clarté. C'est un petit peu, je sais pas, c'est un petit peu comme quand tu vas chez le coiffeur, par exemple. Au début, il débroussaille, on va dire ça. Il débroussaille, il enlève le trop de cheveux qu'il y a pour ensuite faire une couve un petit peu plus travailler et puis après il finit avec vraiment des petits détails. Toi c'est un petit peu ça que tu dois faire au début pour remettre de l'ordre dans ton cerveau, c'est enlever les pensées du groupe, enlever les pensées de la communauté, la société, tu appelles ça comme tu veux, et essayer de retrouver tes pensées à toi et pour ensuite affiner un petit peu les pensées, tailler un petit peu la pierre et essayer de vraiment savoir précisément ce que tu veux faire de ta vie et qu'est-ce qui va créer du sens dans ta vie à toi. Mais ça, c'est difficile à faire lorsque tu passes ta vie en groupe, parce que, voilà, moi je l'ai vraiment vécu, c'est clair, lorsque je suis en groupe, je suis moins intelligent émotionnellement, je prends moins de bonnes décisions, voire je n'aime pas en prendre. Lorsque je suis en groupe, j'aime pas prendre des décisions, j'aime bien suivre, je suis le mouvement, je fais comme tout le monde en fait, alors que quand je suis seul, vraiment, je prends le temps de réfléchir à mes décisions, l'impact des choses que je fais, ma routine, mes habitudes, etc., ma direction de vie. C'est vraiment... je sais pas si c'est lié forcément à ma personnalité, mais je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de personnes. Je vois pas comment une personne pourrait être 10 fois plus intelligente émotionnellement lorsqu'elle est en groupe et qu'elle est un petit peu soumise à une forme de pression sociale. Donc ça, c'est mon avis. Maintenant, ce qui est intéressant avec le fait de faire un monk mode comme je le fais actuellement, c'est que comme je suis plus confronté donc à mes pensées, c'est beaucoup plus simple ensuite de donner une direction à tout ça, parce qu'en fait j'ai plus un amas de pensées et d'émotions. Parfois quand je passe du temps avec des personnes, encore plus quand il y a des sentiments en jeu ou lorsque je commence à rentrer dans une relation avec une personne, il y a tout de suite l'aspect il y a deux personnes à gérer. Il y a moi, mes émotions, mes pensées, et la personne avec qui je commence à être, avec qui je suis ou avec qui je commence un début de relation. Et là, il y a tout de suite cette notion il y a deux personnes. Et ça, tout le monde l'a vécu. Lorsque toi, tu passes une bonne journée et que tu es célibataire, il n'y a pas grand-chose qui peut te faire passer une très mauvaise journée. Sauf si il arrive un truc à ta famille, à tes amis, etc. Mais globalement, toi, si tu es tranquille chez toi à 21h et que tu as rien qui a vraiment affecté ton moral dans la journée, tu es normalement bien parce que tu n'as pas d'autres personnes que tu as avec qui tu es attaché affectivement, sentimentalement, etc. Alors que dès qu'il y a une autre personne en jeu, tout le monde le sait, c'est beaucoup plus compliqué d'un coup parce qu'il y a une autre personne qui elle aussi a des pensées et des émotions à gérer et qui va, si tu permets à cette personne de rentrer dans ta vie et donc un minimum de connecter avec cette personne, qui va pouvoir influencer toi-même tes pensées et tes actions. Et là, j'imagine même pas si... j'allais dire si tu es en trouble ou si tu es en quadruple, je sais même pas si ça existe ce mot, mais si tu es, on va dire si tu t'attaches à... Enfin, si tu es connecté vraiment à plein de personnes en même temps et que tu es hyper empathique, j'imagine même pas à quel point ta journée peut vite être influencée par les pensées, les émotions de tout le monde, surtout si tu vis, je sais pas, dans une grande famille avec beaucoup de personnes. C'est vrai que moi, j'ai pas vécu ces scénarios-là, mais je me dis quand même que ça doit être assez compliqué de se retrouver seul avec soi-même, avec ses pensées, et d'arriver à bien gérer ses émotions lorsqu'on peut être potentiellement autant impacté par autant de personnes. Mais en tout cas, c'est ça l'aspect aussi positif de faire un monk mode, c'est que tu te retrouves normalement plus avec toi-même et donc tu es plus stable émotionnellement. C'est pour ça que je répète depuis le début de ce monk mode que je me sens bien, que je me sens stable, parce qu'en fait il y a très peu de personnes qui peuvent
gâcher le mood de ma journée. Il y a très peu de raisons, sauf s'il arrive aujourd'hui, maintenant, un truc à des personnes de ma famille ou à mes amis proches, mais comme on va dire, j'ai pas donné la clé j'ai pas donné la clé de mon cœur à une personne, on peut pas vraiment gâcher ma journée. Et je peux pas la gâcher moi-même non plus, parce que parfois c'est lorsqu'on est dans une relation ou qu'on est impliqué enfin qu'on s'implique dans une relation amicale hein, ou professionnelle ou sentimentale, parfois c'est toi-même qui te gâches ta journée, parce que tu réfléchis à la journée de la personne à qui tu penses, et parfois tu te fais des films, tu te fais des scénarios, et c'est toi-même qui va gâcher ta propre journée, alors que la personne en soi, ça se trouve, elle a juste pas répondu pendant 1 heure ou 2, et tu commences à te faire des scénarios. Parfois aussi, la personne, elle a fait quelque chose qui va ensuite te faire te sentir mal, mais parfois c'est juste le fruit de ton imagination. C'est ton imagination qui te fait souffrir, et ça c'est quelque chose que je connais très bien dès qu'il y a une relation qui commence à s'installer. Enfin, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Et je pense que vous aussi, vous avez déjà vécu. Donc ça, c'est difficile dans ces moments-là, lorsque c'est le point que j'essaie de faire depuis le début de cette vidéo, mais c'est difficile d'être stable émotionnellement à partir du moment où on compte pour beaucoup de personnes et qu'on compte sur beaucoup de personnes. Et l'avantage du monk mode, c'est que c'est une période courte, 15 jours, 30 jours, 45 jours, où tu ne comptes que sur toi. C'est-à-dire que, ou en tout cas, tu essayes de prendre le maximum de responsabilités seul et de ne pas faire en sorte de donner la clé de ta santé mentale à d'autres personnes. Et ça, c'est ce que je remarque depuis le début de ces quelques semaines de monk mode. C'est incroyablement satisfaisant d'être aussi stable émotionnellement. Et ça, c'était le premier point. C'est vraiment la chose qui me marque le plus. C'est juste le calme que j'ai dans mes journées et à quel point ça peut être différent de justement quand il y a plein d'autres sentiments qui entrent en jeu dans d'autres contextes que j'ai connus dans ma vie. Là, c'est juste très plaisant parce qu'en fait, je peux vraiment me concentrer sur le professionnel dans ma vie et ça avance bien. D'ailleurs, ça avance vraiment bien. Alors, je vais pas déballer ma vie, mais là, en ce moment, je commence à travailler avec de plus en plus de personnes. Je commence à vraiment avoir une équipe autour de moi. C'est trop cool, cet aspect aussi de déléguer des actions à d'autres personnes, de s'enlever un poids des épaules qu'on a et encore mieux de le donner à des personnes qui sont plus compétentes que toi. Ça, c'est vraiment, si vous lancez une entreprise un jour ou si vous faites quelque chose dans le milieu professionnel, entourez-vous, pas forcément dès les premiers mois parce que vous n'aurez pas les moyens de vous entourer, mais essayez toujours de trouver des personnes qui vont on va dire qu'ils vont faire passer de votre projet professionnel quelque chose d'individuel à une aventure collective. En fait, ça c'est vraiment incroyable quand ça se passe comme ça. Et moi, depuis que je commence à avoir des personnes dans mon équipe, bah c'est trop bien parce que j'ai l'impression que tout ne dépend pas que de moi. Et en même temps, ça me donne quand même un sens des responsabilités parce que je me dis, il y a des personnes qui me font confiance et ça crée une bonne énergie où je me dis, lorsque je travaille pas juste pour moi. Je travaille pour ces personnes aussi, les personnes avec qui je travaille, et je travaille aussi pour les personnes qui me regardent, sur les personnes, vous, les personnes qui m'écoutez et dont j'essaie d'améliorer le quotidien. C'est un peu toujours la même chose sur le sens en fait. C'est se rappeler de pour qui on le fait, pourquoi on le fait, et d'essayer de se mettre du poids sur les épaules. De me lorsque je fais des vidéos, je ne le fais pas que pour moi. Il y a des personnes que ça peut aider. Donc c'est toujours la même chose en matière de sens. C'est savoir pour qui et savoir pourquoi. Ça, c'est la petite parenthèse que je voulais faire sur le sens. Mais pour revenir aux émotions, le fait de mieux gérer ses émotions, le deuxième point, après le fait que lorsque tu vis seul et que tu te concentres sur toi, tu es par défaut plus stable émotionnellement. La deuxième partie de ce podcast que je voulais faire, c'est que je pense que n'importe quelle personne, à partir du moment où on lui inflige beaucoup d'émotions, va craquer, dans le sens, va réagir de manière émotionnelle ou va prendre une décision qu'elle va regretter. Je pense que n'importe quelle personne, aussi mentalement forte soit-elle, aussi disciplinée soit-elle, va craquer lorsqu'elle fait face à trop d'émotions. Je pense que ça arrive à tout le monde et que c'est pas une honte, mais c'est juste un constat. Et ma théorie, ma façon de voir les choses, ça a toujours été la même en matière de lorsque je veux éviter un comportement, par exemple réagir de manière émotionnelle. Si je le présente de manière négative, c'est parce que globalement, lorsque tu repenses aux décisions que tu as prises dans ta vie, les mauvaises décisions étaient souvent émotionnelles. Si tu repenses à un moment où
tu as mal parlé à une personne et tu le regrettes, ou tu as mal agi envers une personne et tu le regrettes, ou tu as pas fait quelque chose parce que tu avais peur de le faire, c'est une décision émotionnelle, ça. C'est une décision de je sais que j'aurais pu faire mieux, mais à ce moment-là, j'ai senti un truc qui m'a empêché de faire quelque chose, ou j'ai senti un truc qui m'a poussé à mal parler de quelqu'un ou mal agir, et maintenant je le regrette. Souvent, les décisions que l'on regrette, c'est des décisions émotionnelles, et les décisions qu'on est content d'avoir prises, c'est des décisions qu'on a prises de manière rationnelle, en se disant, en pensant des choses comme le futur, comme l'entourage, comme pas avoir de regrets, comme prendre soin de sa santé, toutes ces choses qui sont bâties sur le long terme et qui sont pas émotionnelles, par définition pas émotionnelles, mais qui sont rationnelles et structurées. Donc de manière générale, il y a des chances quand même que les décisions rationnelles te donnent plus de fierté, et les décisions émotionnelles, purement émotionnelles prises sur le moment, peuvent t'apporter beaucoup de joie, mais également beaucoup de regrets ensuite. Et donc, si on part de ce principe-là, le fait d'essayer de limiter les émotions que l'on va avoir au quotidien, quand je parle d'émotions, c'est vraiment toutes les émotions. Je dis pas de vivre comme un robot, mais si on peut, je pense, limiter les vagues d'émotions que l'on peut ressentir dans une journée, je pense que c'est positif. Parce que moi, de mon côté, j'ai pas envie. Enfin, ma journée idéale, quand je pense à ma journée idéale, c'est pas waouh, je suis trop heureux, waouh, je suis déprimé, oh, je suis encore heureux, oh non, ma vie elle est trop nulle, ah, cette personne elle m'adore, elle m'aime, et puis juste après je me dis ah bah non, elle m'a pas répondu donc elle m'aime pas. C'est pas ça ma journée parfaite quand je l'imagine. Une journée parfaite, c'est à la limite waouh, je suis heureux, je vais passer une bonne journée, oh, il y a un challenge qui arrive, ça va être difficile, plus difficile que ce que je pensais, mais en fait on va réussir à faire ce challenge, on va y arriver, et voilà, la journée se termine sur une réussite, mais pas des roller coasters comme on dit en anglais, pas des montagnes russes d'émotions, c'est pas ça ma journée parfaite. Et je pense pas que ce soit votre journée parfaite non plus. Donc l'intérêt c'est, je pense, d'essayer de limiter les émotions que l'on ressent au quotidien, dans le sens les variations d'émotions. Maintenant, il y a des émotions moi que j'aimerais ressentir tous les jours. Gratitude, optimisme, reconnaissance, fierté, toutes ces émotions, je suis pour. J'ai pas envie qu'on m'enlève ces émotions. Je pense que ça rendrait la vie vraiment insignifiante si on me les enlevait. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de... Ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. Par contre, l'aspect emotional roller coaster, j'ai pas du tout envie de l'avoir ça dans mes journées. Et je sais que je peux l'éviter si j'arrive à être stable émotionnellement et à éviter d'avoir trop d'émotions qui arrivent chaque jour au quotidien, et donc de me protéger un petit peu aussi de ces émotions, parce que je vous le dis, aussi disciplinée une personne peut-elle paraître, ou peut-être être vraiment, une personne va finir par craquer si elle fait face à trop d'émotions. Ça c'est l'exemple que je donne à chaque fois, que ce soit en conférence ou que ce soit dans mes vidéos, mais je me considère comme quelqu'un de discipliné, mais si vous mettez en face de moi une galette des rois ou un cheesecake au hasard, c'est quelque chose qui va disparaître en quelques minutes, alors que je suis discipliné. Mais à partir du moment où c'est chez moi et que c'est devant moi, ne comptez pas sur moi pour le prendre une part par-ci, une part par-là. Non, je vais taper dedans. Je vais taper dedans. Et ça, c'est Conor McGregor qui m'a fait beaucoup de bien là-dessus, parce que on va dire que moi, allez, individu moyen qui n'a jamais fait de développement personnel et qui ne s'est pas intéressé à la discipline, niveau 0 de discipline. Moi, je dirais que je suis au niveau 10. Si on était sur un niveau, on va dire sur 20 ou sur 15, allez, je suis au niveau 10. Conor McGregor, pour moi, et les gens qui font des sports de combat globalement, discipline 14-15. Vraiment, les champions de MMA, pour moi, c'est parmi les gens les plus disciplinés au monde. Et même Conor McGregor, qui représente pour moi le top de la discipline, avait dit, dans une vidéo où il présentait sa maison, il avait une petite feuille A4 sur son frigo où c'était marqué les règles de la maison, et parmi les règles de la maison il y avait écrit ne pas ramener d'ingrédients sucrés, de gâteaux sucrés dans la maison. Il avait dit je veux pas que quelqu'un ramène des gâteaux parce que sinon je vais tout taper dedans, je vais défoncer les gâteaux. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit ah, moi aussi je suis comme ça. Et pourtant c'est quelqu'un de discipliné, donc ça m'a fait du bien de voir ça, et donc c'est à ce moment là que j'ai réalisé que même les personnes disciplinées, en réalité elles avaient quand même des émotions, elles voulaient plutôt limiter les émotions qui pouvaient engendrer des mauvaises décisions plutôt que de ne pas ressentir d'émotions. Et de la même manière, c'est plus simple de ne pas avoir de gâteau chez soi que d'avoir un gâteau et de se dire non, discipline, résiste au gâteau, ne mange pas le gâteau. C'est beaucoup plus simple, je trouve, de limiter la tentation. Et puisqu'on parle d'émotions, si on veut limiter les mauvaises décisions, d'éviter d'avoir trop de fluctuations d'émotions. Donc une façon de le faire, c'est le monk mode, hein, vous l'avez compris, on en parle depuis le début de la vidéo, mais une autre façon de le faire, c'est d'essayer d'avoir une routine, parce que je considère que
plus on se sent confortable dans sa vie et moins on ressent d'émotions différentes. C'est-à-dire que il y a peu de chances qu'en vivant la même routine à peu près tous les jours, on vive des émotions extrêmement différentes. C'est-à-dire que moi, ça fait 8 ans que je mange le même petit-déj le matin. Je me suis jamais levé 2 matins d'affilée avec des émotions extrêmement différentes. Enfin, au moment du petit déjeuner, j'ai jamais eu des fluctuations d'émotions. C'était forcément lié à quelque chose qui s'était passé. Enfin, en tout cas, les jours où ça s'est passé, c'était parce qu'il s'est passé quelque chose de grave ou quelque chose vraiment d'imprévu. Mais à partir du moment, si je prends l'exemple plus global de la journée, de ma routine, on va dire avec mon petit-déj, mes sessions de productivité, la salle de sport, etc. Si je suis vraiment dans ma routine et que j'ai pas grand-chose de grave qui arrive dans mes journées, je suis toujours stable émotionnellement parce que je suis dans un environnement où je suis confortable. Je sais où je suis, je me sens en sécurité où je suis, je sais pourquoi je le fais parce que j'ai créé une routine un petit peu sur mesure, donc je me sens à l'aise dans ma routine, je sais pourquoi je fais ça, donc j'ai tout pour être stable émotionnellement. Alors que si, je sais pas, je suis dans une grande maison avec plein de potes et que on est en été et qu'on fait des soirées, etc., et que je rencontre plein de personnes et que je suis tout le temps en groupe, donc moins intelligent émotionnellement, et en plus je sais pas que j'ai un programme qui change complètement de ma routine, c'est un programme qui va c'est des journées qui vont me faire vivre plus d'émotions, et donc ensuite des décisions, je peux en faire des complètement irrationnelles, complètement basées sur mes émotions, parce que je suis dans un environnement beaucoup plus chaotique, avec beaucoup plus de décisions à prendre aussi, parce que c'est ça l'avantage de la routine, c'est que c'est censé être une décision que tu répètes chaque jour, c'est-à-dire je veux être en bonne santé, donc j'ai une routine de mec qui veut être en bonne santé ou de fille qui veut être en bonne santé, et donc j'ai pris une décision un jour de commencer ma journée en faisant ça, puis après en faisant du sport, etc. Mais je répète la décision chaque jour. Je me réveille pas chaque matin en me disant qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de ma santé. C'est ça l'intérêt d'une routine, c'est de prendre une décision une fois et de le répéter chaque fois, de le répéter tous les jours. Et je sais qu'à partir du moment où je suis dans ma routine, j'ai moins d'émotions. Donc ça c'est vraiment un aspect qui, je pense, est sous-coté en matière d'émotions, parce que ça c'est un truc que ça me fait hyper plaisir de vous en parler en vrai, parce que ça fait longtemps que j'essaie de le formuler et là je viens de trouver une façon de le formuler. Sur Instagram, il y a des coachs en émotion, il y a je vois passer des réels de personnes qui parlent de comment gérer ses émotions. Ma stratégie, ça a toujours été, avant de me dire comment est-ce que je peux mieux gérer mes émotions, de me dire comment est-ce que je peux limiter le fait d'avoir énormément d'émotions. C'est un petit peu je sais pas comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça comme, je sais pas, imaginons que, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient, mais c'est comme si chez vous, vous avez plein d'insectes, vous ouvrez la porte et vous avez plein d'insectes qui rentrent, vous êtes en été, vous venez de faire un barbecue, il y a plein d'insectes qui rentrent, et là vous vous dites, oh là, comment je fais pour gérer tous ces insectes. Ça c'est un raisonnement qu'on peut avoir, mais moi j'essaierai de me dire, comment ça se fait qu'il y ait autant d'insectes qui soient rentrés d'un coup dans ma maison, pour ensuite régler le problème à la source en fait. Pour ensuite, pourquoi pas, gérer 2-3 insectes qui vont arriver dans la maison, mais me dire comment ça se fait que déjà il y ait autant d'insectes qui sont rentrés dans la maison. Bah moi c'est un petit peu pareil avec les émotions, où je me dis à chaque fois, avant de me dire comment gérer les émotions une fois qu'elles sont là, je vais essayer de créer la meilleure routine possible pour éviter d'avoir énormément d'émotions à gérer, parce que encore une fois je pars vraiment du principe que une personne ne peut pas gérer indéfiniment des émotions qui vont lui tomber dessus et va forcément à un moment prendre une décision irrationnelle ou émotionnelle, non pas que ce soit grave, mais ça peut le devenir sur le long terme, ou alors ça peut le devenir plus on prend des responsabilités importantes. Je pense que, évidemment, si on prend une décision émotionnelle alors qu'on est seul chez soi et qu'on n'a aucune responsabilité professionnelle ou personnelle, c'est pas trop grave. C'est dommage pour la personne, mais c'est pas trop grave pour le reste des personnes. Mais si vous tendez à devenir une personne avec des responsabilités, etc., ça peut devenir plus grave ensuite, en fonction des responsabilités que vous avez, de prendre constamment des décisions ou de prendre régulièrement des décisions basées sur vos émotions de manière pas rationnelle. Ça peut avoir des impacts sur votre famille, ça peut avoir des impacts sur votre travail. Il y a plein de domaines où ça devient de plus en plus grave, plus vous avez des responsabilités. Donc je diabolise pas les décisions émotionnelles, on va dire. Je pense pas être quelqu'un qui reflète ça en plus, mais de manière générale, oui, moi j'aime bien le fait d'avoir une routine pour éviter d'avoir énormément d'émotions à gérer et plutôt d'essayer de gérer quelques émotions, quelques changements d'humeur. Mais encore une fois, pas ce roller coaster d'émotions que l'on peut ressentir au quotidien lorsqu'on n'a pas de routine et qu'on est dans un environnement beaucoup plus chaotique qu'on a l'impression de ne pas maîtriser. Donc ça c'est vraiment
parce que les coachs d'émotion, ils parlent de plein de choses intéressantes, hein. Respiration, méditation, le fait enfin, je sais pas, quelles sont toutes les décisions, quelles sont toutes les propositions qu'ils font. Mais moi, lorsque je vois passer des réels sur Instagram sur comment gérer ses émotions, ça parle souvent de respiration, de se calmer, ou alors d'accepter d'avoir pris une mauvaise décision et de pas regretter des décisions qu'on a prises avant. En gros, des choses qui permettent de mieux vivre les décisions qu'on a prises. Mais c'est toujours intéressant avant même de se dire comment prendre des meilleures décisions, d'essayer de limiter, d'aller à la source en fait, et d'essayer de se demander pourquoi est-ce qu'on a eu à ce moment-là tant d'émotions qui nous ont, qui ont un petit peu modifié notre façon de voir les choses et qui nous ont fait peut-être prendre des décisions qui n'étaient pas conformes à nos principes. Donc voilà, ça c'est vraiment un aspect. Si je vous parle de la routine, c'est parce que c'est un truc que je connais très bien en ce moment, parce que je suis vraiment à fond dans ma routine en ce moment. C'est l'intérêt du monk mode, et c'est aussi parce que c'est un aspect sous-côté des émotions qui en tout cas moi m'a beaucoup aidé à juste vivre mieux ma vie, à prendre moins de décisions au quotidien, parce que je prends pas des décisions au quotidien. Je me lève pas en me disant qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Ça me limite vraiment beaucoup l'impact en énergie de énergie mentale de toutes les décisions que j'ai à prendre. Et en plus de ça, j'ai remarqué que lorsque je suis vraiment bien dans ma routine, j'ai pas de fluctuation d'émotions, et donc c'est incroyable pour travailler, c'est incroyable pour se sentir en paix, c'est incroyable pour réfléchir au futur, et c'est fantastique pour ne pas trop penser au passé. Donc il y a vraiment que des avantages, et je pense que la conclusion de ça, parce que il faut donner une conclusion à un moment aussi, c'est que j'ai fait preuve depuis quelques mois de beaucoup de nostalgie. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi, dans le sens où lorsqu'une personne est un peu trop concentrée sur le passé, je sais que cette personne a peut-être un problème de sens au quotidien, ou un problème d'espoir pour le futur. Lorsqu'une personne est toujours concentrée vers le passé, c'est pas toujours bon signe, c'est pas toujours un bon indicateur de santé mentale. Et moi récemment, j'étais beaucoup orienté vers le passé, et je me suis posé la question de pourquoi je l'étais autant, et j'ai avancé sur mes réflexions. Donc je les partagerai pas toutes ici, mais j'ai fait mon introspection, on va dire, et j'ai eu le plaisir de remarquer depuis quelques semaines que j'étais beaucoup plus maintenant orienté vers le futur. Et même en écoutant des musiques que j'écoutais parfois il y a quelques mois, qui me rendaient très nostalgique, en fait j'écoutais la musique, j'étais content de l'écouter, mais j'avais pas cet aspect c'était trop bien avant, ou j'aimerais tellement retourner avant, ou c'était tellement bien à ce moment-là parce que j'avais pas de problème, j'avais pas si à gérer, tout se passait bien à ce moment-là. Ça, je l'ai plus au quotidien en fait. Je comprends que ça existait, je suis content que ça existait plutôt, mais je comprends par contre que ça me sert pas à grand chose de vivre tout le temps dans ces moments, dans ces souvenirs qui n'existent plus. Et puis en plus, on oublie toujours les mauvais moments aussi. Ça, c'est toujours le fameux biais de nostalgie, c'est qu'on oublie les douleurs qu'il y avait. On oublie plus facilement les douleurs liées à un souvenir que les plaisirs qu'on avait liés à ce souvenir. Moi, je sais que l'adolescence, j'en ai que des bons souvenirs quasiment, alors que quand j'étais adolescent, je rêvais que d'une chose, c'était d'être adulte et de sortir du lycée, de l'école, etc. Donc on oublie beaucoup les douleurs qu'on a vécues, on les oublie plus facilement que le bonheur qu'on a pu ressentir à un moment de notre vie. Un autre exemple de ça, je sais que moi, lorsque j'ai eu ma première rage de dents en 6ème, à ce moment-là, pour moi, c'était la pire douleur que j'ai ressentie de ma vie, alors que maintenant j'ai complètement oublié cette douleur, alors que lorsque j'ai joué au foot, je sais pas, avec des potes en 6ème dans la cour de récré, et que c'était le top de mon bonheur à ce moment-là, je me rappelle encore de ces moments-là. Donc on oublie beaucoup plus facilement les douleurs, la douleur physique de quelque chose, je trouve, alors que les souvenirs, les images que l'on a en tête, ça reste. Donc ça peut affecter quelqu'un, ça peut profondément affecter quelqu'un et l'empêcher de vivre sa vie actuelle et sa vie future. Donc je sais que le fait que actuellement je sois pas nostalgique et que je sois vraiment tourné vers le futur, c'est un très bon indicateur de santé mentale. Et ce qui prouve aussi que ma routine actuelle me fait vivre des émotions positives, moins d'émotions négatives à gérer, ce qui fait que je suis fier des décisions que je prends actuellement. J'ai l'impression d'avancer vite, j'ai l'impression d'avancer bien, et c'est tout ce que je demande en fait. C'est pour ça que j'ai commencé le Monk Mode. Donc c'est cool de pouvoir à la fois vous en parler au présent, parce que c'est ce que je vis actuellement, et en même temps vous faire un retour
un retour d'expérience parce qu'en fait, ça fait quand même déjà 15 jours que je le fais. Donc, je peux vraiment vous dire ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir déjà un peu d'expérience parce que ça fait quelques semaines que c'est devenu ma réalité. Le fait de passer un petit peu plus de temps avec mes pensées, plus travailler et moins de distractions. Donc, écoutez, ça me fait plaisir. J'espère que ça pourra vous donner, on va dire, une façon de penser différente. C'est toujours l'avantage et l'inconvénient de ces vidéos, c'est que comme je parle un petit peu en freestyle, c'est moins structuré que d'habitude. Et en même temps, ça me permet de voir plus de choses et de sortir un petit peu d'un cadre que j'aurais pu me fixer moi-même en voulant structurer ma vidéo. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux gérer vos émotions parce que je pense vraiment que si vous passez plus de temps seul, vous allez au début peut-être avoir des émotions négatives de c'est bizarre de se retrouver un petit peu seul avec moi-même, mais ensuite ça vaut le coup. C'est un petit peu toujours pareil. D'ailleurs, les bonnes décisions, c'est souvent des décisions au début qu'on a peur de regretter et ensuite qu'on ne regrette pas. Alors que des mauvaises décisions, on se pose même pas la question. On prend une décision et puis on fait mauvaise décision. Mais les bonnes décisions, elles font souvent peur au début. Donc c'est pour ça que je vous incite quand même à le faire, même si ça peut faire peur de passer un petit peu plus de temps avec soi-même. Sachez en tout cas que je pense être la preuve vivante que ça fait du bien quand même de passer par une période un petit peu plus de solitaire, basée sur la vie pro, basée sur soi, retour à soi, à ses pensées, etc. C'est quelque chose que je fais régulièrement maintenant, enfin par saison, et qui intègre vraiment mon quotidien. Donc je vous invite à le faire, et puis j'espère que ça vous aidera à mieux gérer vos émotions. En tout cas, j'espère qu'on aura pu voir quelques pistes intéressantes pour vous aujourd'hui. Quoi d'autre? C'est tout, hein. On va se retrouver demain pour le prochain Monk Mode. J'espère que vous apprécierez le nouveau cadre aussi, la petite ambiance qu'il y avait dans cette vidéo. En fait, c'est parce que je peux jouer avec mes lumières maintenant connectées, donc je suis vraiment un gamin avec ça, hein. Donc là, j'avais fait un petit bleu. Ici, j'ai fait un petit orange. Voilà. Mais en fait, il y a plein d'ambiances possibles, hein. Ok. Bref, on s'en fout un peu, mais ça me fait rire. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et gérez mieux vos émotions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à le faire. Prenez soin de vous, en tout cas, et on se retrouve demain. Ciao.